en scène. Excusez-nous pour ce petit retard, c'est dû à l'activité du salon, aux très nombreuses rencontres. Vous êtes ici pour une rencontre intitulée « La mémoire des humbles » avec 3 auteurs et une interprète. Les 3 auteurs sont Wilfried Nsondé pour le roman « Un océan, 2 mers, 3 continents », Véronique Olmy pour Bakita ou Barita à l'arabe, et puis Zakhar Prilepine pour l'archipel des Solovski, et l'interprète est Ina Ermelovskaya, si je prononce à peu près correctement, excusez-moi. 3 romans sur la mémoire des humbles. 2 d'entre eux sont 2 livres en miroir, les livres de Véronique Olmy et de Wilfried Nsondé. Je vais procéder par ordre chronologique, si je puis dire, non pas de leur parution, mais de leurs héros respectifs. Wilfried Nsondé explore la vie et fait la vie, et son narrateur, c'est Nsaku Nevunda, qui est né en 1583 au Congo, le Congo qu'on écrivait avec un K à l'époque et qui comprenait et le Congo et l'Angola. Oui, c'était le nord de l'Angola, le sud du Congo-Brazzaville, le sud-ouest de la RDC, là où sont encore les Bas-Congo. Donc un vaste territoire, très très vaste. Et ce Nsaku Nevunda sera baptisé Don Antonio Manuel. Oui, alors j'avoue que j'étais moi-même surpris d'apprendre qu'au début du XVIIe siècle, il y avait déjà un siècle de clergé catholique au Congo, avec des prêtres qui venaient de Rome, du Portugal, mais aussi des locaux, et que le pape Clément VIII voulait que l'un des locaux siège comme ambassadeur au Vatican, et ce fut Dom Antonio Manuel, qui est donc parti en 1604 de Luanda et qui arrive à Rome en 1608. Il y a son buste encore dans l'église, dans la basilique Sainte-Marie majeure à Rome. Oui, alors on va continuer tout simplement avec ce roman, puisque cet itinéraire que vous décrivez très rapidement est en réalité un itinéraire plein d'épreuves, et la volonté du roi des Bas-Congo de faire de Nsaku Nevunda un ambassadeur auprès du Vatican, c'est en réalité pour abolir l'esclavage. Donc ce roi, qui était peut-être un roi négrier à l'origine, s'était converti à une autre religion qui était celle d'abolir l'esclavage. Alors il y a un périple formidable évidemment, puisqu'il va prendre un bateau qui ne va pas aller directement à Lisbonne puis au Vatican, mais qui va être un des bateaux négriers qui va partir pour le Brésil. Comment vous avez découvert ce personnage et quel a été pour vous le déclencheur de cette écriture? Alors j'ai découvert ce personnage par hasard. Il était évoqué brièvement dans un des livres de la bibliographie de mon frère qui est historien spécialiste du royaume du Congo. Et j'ai tout de suite été fasciné par lui, parce que, alors, vous l'avez évoqué, sa vie est une vie d'aventure et de péripéties, mais aussi le fait qu'il soit monté sur ce bateau qui transportait des esclaves, et que lui n'ait pas été dans la cale, mais dans les étages supérieurs parce qu'il était ambassadeur et prêtre, a confirmé une intuition que j'avais toujours eue, à savoir que l'identification des êtres humains selon leur couleur de peau était quelque chose de très récent dans l'histoire de l'humanité. En tout cas, au XVIIe siècle, sur ce bateau-là, on n'est pas noir ou blanc, on est esclave, matelot, officier, ambassadeur ou capitaine. Et donc je me suis dit, ben voilà un individu qui a une perception très particulière de l'humanité, une perception qui est beaucoup plus moderne que la nôtre parce qu'elle n'est pas polluée par la couleur de peau. Donc c'était l'occasion d'écrire un roman d'aventure qui réfléchit sur des questions de spiritualité, de religion, qui regarde l'humanité d'une manière singulière et qui rend aussi hommage, parce que c'était important pour moi, à tous les gens qui ont été opprimés, suppliciés, que ce soit au XVIIe siècle et par extension dans les autres époques. Voilà, et on rejoint le thème de cette rencontre sur la mémoire des humbles. Véronique Olmy avec Bakita, qui a remporté plusieurs prix, dont le premier prix de la rentrée littéraire, qui était le prix du roman Fnac.
On se déplace, on n'est plus au XVIe, XVIIe siècle, on est au XIXe et XXe siècle avec Bakita. Donc c'est une jeune héroïne qui vient du Darfour, qui vient du Soudan et qui sera très tôt esclave et qui va devenir sainte en Italie. C'est donc une trajectoire exceptionnelle. Vous la racontez dans Bakita. Et Bakita, c'était en même temps... Bakita, c'est la chanceuse, je crois. C'est paradoxal. En arabe, ça veut dire la chanceuse, et en hébreu, si je ne me trompe, ça veut dire celle qui a pleuré. Alors, ça lui va bien. Ça lui va bien. Alors, Bakita, un peu comme le héros de Wilfried Nsondé, sont des gens qui font l'épreuve de la pire, de toutes les épreuves possibles, et qui en même temps ont une force de caractère, mais pas seulement une force de caractère, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la chance de rencontrer des personnes qui vont les mettre sur un itinéraire différent. Je pense en particulier à ce consul d'Italie rencontré à Khartoum et qui va l'embarquer parce qu'elle insiste pour l'Italie, et puis là, sa vie rebondit, elle sort véritablement de l'esclavage. Et Bakita, c'est un peu le roman qui parle de la part irréductible d'humanité en chacun de nous face à une situation inhumaine. On peut le rencontrer de certains témoignages de survivants de la Shoah, par exemple, ou des grandes guerres. C'est un mystère. C'est vrai que je pense que l'instinct de survie et la force de vie n'est pas également distribuée. Il y a des êtres plus démunis que d'autres. Bakita, est-ce que c'est parce qu'elle a été très aimée tout le long de sa petite enfance? Est-ce que, voilà, il y a des êtres extraordinaires où c'est pas trop la part d'inné, d'acquis, c'est aussi ce qui n'est pas appréhendable et qui est beau. Et c'est vrai que c'est cette part de résistance qui traverse une vie et qui croise des justes aussi, comme ce consul italien, mais comme vous l'avez dit, ce consul italien rencontré à Khartoum et qui va l'emmener, elle est déjà affranchie, elle n'est pas du tout déjà affranchie, mais il voulait la franchir, il voulait la ramener chez elle, elle ne savait plus où c'était parce qu'elle était enlevée toute petite et elle a beaucoup marché. Et parce que ce consul italien rachète des esclaves pour les libérer. Il rachète des esclaves pour les affranchir. Et elle, il n'a pas pu puisqu'elle était totalement dépendante, elle était encore très jeune, c'était une toute jeune adolescente. Et affranchir un esclave, si c'est seulement lui donner sa liberté, ça peut être aussi lui donner sa mort. Puisqu'il faut, il faut effectivement qu'elle soit quelque part, qu'elle ne soit pas de nouveau à la merci, pas forcément d'esclavagistes, mais comme ça soit ici aussi en France, de réseaux mafieux, de réseaux pédophiles. Donc Bakita, il n'a pas pu la franchir et elle le supplie de l'emmener avec lui en Italie, ce qu'il n'a pas envie de faire parce que la traversée coûte cher. Mais elle a quand même croisé ce juste. Et en Italie, elle va en croiser un deuxième qui, lui, l'aidera vraiment à être affranchi. Et je crois que c'est un peu aussi comme dans le livre de Wilfried, c'est-à-dire que c'est traverser l'inhumanité, rester humain et surtout avoir... il me semble que nos deux livres ne sont pas des livres désespérés. Alors qu'on est au cœur du désespoir, on est au cœur de la noirceur, de la violence, de l'offense, de la maltraitance, de l'exploitation de l'homme. Et pourtant, dans le livre de Wilfried, par exemple, il y a de très très beaux passages avec Martin, on peut dire, qui sont des moments où on voit que ce qui compte, c'est le lien. Alors, ça peut être des justes, ça peut être des amis, ça peut être des amis de passage, des amis de captivité, mais ce que montrent à mon avis ces deux parcours, c'est que sans le lien, là on est vraiment perdu. Mais si au cœur de l'enfer, il peut y avoir des êtres, des rencontres, on peut s'en sortir. Oui, donc je vais passer la parole à Zakar Prilepine malgré Wilfried Nsondé qui trépigne, parce que bon, je sais que vous avez l'habitude de dialoguer, c'est vrai que ces deux livres, Bakita et Un océan, deux mers et trois continents sont des livres parallèles. On devrait non pas les imposer, mais les conseiller à tous les enseignants pour les faire lire au moins dans les collèges et dans les lycées. Zakar Prilepine, vous avez écrit cet énorme livre, L'archipel des Solovki.
Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre? Те, кто писал о лагерях при советском режиме, Солженицын и Шаламов, у них не было возможности работать с архивами и с документами. Они пользовались только устными пересказами. Ceux qui avaient écrit les camps du temps soviétique, c'est-à-dire Solzhenitsyn et Chalamov, ils n'avaient pas la possibilité à l'époque de travailler avec les archives, avec les documents. Ils n'utilisaient que les récits oraux. А мне хотелось показать жизнь в лагере и со стороны заключенных, и со стороны администрации тех людей, что стоят на вышках. Et moi, je voulais montrer la vie du camp, du côté des prisonniers, mais aussi du côté de l'administration du camp, des gens qui le gardaient. Кроме всего, в лагере на Соловках, это 20-е годы, в Советский Союз, там сидели очень разные люди. Бандиты, преступники, священники, бывшие чекисты, белогвардейцы. Dans les années 20, dans ce camp des Solovki, il s'y retrouvait toutes sortes de gens. Il y avait des bandits, il y avait des prêtres, il y avait des soldats, il y avait toutes sortes de gens possibles. Обычные мужики, крестьяне и поэты. Il y avait aux côtés des paysans, des moujiks et des poètes. И вот я почувствовал неожиданное родство вот с теми, кто сейчас выступал только что, потому что в лагере очень хорошо выживали священники, что-то помогало им, хотя они были, как правило, взрослые или старые люди, они выживали, они проходили через это. Et tout d'un coup, je me suis sentie proche des autres intervenants d'aujourd'hui parce qu'il y a un fait que les prêtres survivaient bien dans les camps. Bien qu'ils se retrouvaient dans les camps quand ils étaient assez vieux, par exemple, ils étaient assez faibles, et quand même, ils arrivaient à survivre mieux que les autres pour une raison. В то время как обычные крестьяне, очень здоровые мужики с огромной силой, огромного роста, погибали самые первые. Tandis que les paysans, les moujiks, les plus costauds, donc de grande taille, ils étaient les premiers à mourir. Это один из парадоксов лагеря, но их там еще много. Ça, c'est l'un des paradoxes du camp, mais il y en a beaucoup. Oui, c'est un livre aussi où il y a beaucoup d'humour malgré l'effroi quotidien. Il y a effectivement, on passe d'un personnage qui se fait presque violenter à un personnage qui va parler de poésie, qui va parler de littérature, qui va parler de références importantes. Véronique Olmy parlait des liens entre les personnages du roman, entre les rencontres de Bakita. Est-ce que le lien, les relations entre les détenus dans ce camp des Solovki étaient très fortes? Est-ce que ces liens étaient très forts? Они очень тесные и очень парадоксальные, потому что, я еще раз говорю, бандиты, воры, поэты, священники, и все находятся в одном бараке, и все так или иначе действуют друг на друга. C'est-à-dire que ces liens étaient très forts et très paradoxaux. Je vous ai déjà dit qu'il y avait des bandits, des voleurs, des prêtres, des poètes qui se trouvaient dans la même baraque et qui, bien sûr, avaient des influences les uns sur les autres. В советском лагере появилась вот эта субкультура, эстетика российского уголовного мира. Наколки, вот эти вот рисунки на телах, сленг, словарь специальный и кодекс поведения блатного вора. Там тоже это все оттуда. C'est dans ces camps soviétiques qu'est née toute l'esthétique du monde criminel, du monde de la prison, c'est-à-dire les tatouages, c'est-à-dire le slang spécial, mais aussi tout le code du comportement des voleurs dans la loi. Tout ça, ça vient de là. Допустим, блатные начали рисовать на себе, на теле церковь с куполами, и каждый купол означал срок, который отсидел этот человек в тюрьме. Один срок, один купол. Если 3 купола, значит 3 раза сидел в тюрьме. Par exemple, les voleurs invétérés ont commencé à se faire des tatouages qui représentaient des églises orthodoxes avec les coupoles, et chaque coupole était pour un terme dans la prison. C'est-à-dire si quelqu'un avait 3 coupoles sur son épaule, c'est qu'il avait fait 3 fois la tôle. Вот один из парадоксальных примеров влияния священников на воров и разбойников. Et là, vous voyez donc l'un des exemples de cette influence paradoxale des prêtres sur les voleurs et les bandits. Est-ce que la sainteté, la religion, c'est un des points communs entre les personnages qui traversent vos romans? Bon, ça semble évident pour tous les deux, avec ce prêtre du Congo qui va rejoindre le Vatican et cette héroïne esclave qui va
qui va traverser le Soudan jusqu'en Italie. Et je crois, Véronique Olmy, que vous allez prochainement... Moi, je ne me suis pas du tout attachée à cet aspect-là, ce qui fait qu'il est en dehors du roman. Il est dans une sorte d'épilogue où je dis ce qui, de façon posthume, s'est passé pour Bakita, la béatification, la canonisation, mais je ne le traite absolument pas parce que je me suis attachée, moi, au parcours de cette petite fille qui est enlevée à 7 ans, séparée des siens, qui va vivre en esclavage, qui va tout subir, qui va arriver en Italie, qui va traverser la Première Guerre mondiale, l'avènement de Mussolini où elle va être prise comme objet de propagande, la Deuxième Guerre mondiale, voilà, qui va traverser le chaos du siècle, puisqu'elle va fuir Khartoum au moment du djihad, et qui est pour moi comme c'est une flamèche qui traverse ce monde embrasé et chaotique. Et l'aspect sainteté, je le mets à côté, voilà. Alors moi, j'ai aimé ce personnage, mais un peu comme ce que vient de dire Zakhar. Quand j'ai parlé des auteurs qui avaient écrit sur les camps sur des bases de témoignages oraux et que lui est parti voir du côté de l'administration, si j'ai pris un prêtre, c'est parce qu'il y avait des traces. Voilà, il y a sa statue à Rome, il y a quelques traces écrites qu'on retrouve sur le net, donc à partir de là, je pouvais refaire le trajet, son parcours. Ceux qui n'étaient pas prêtres ont eu des parcours peut-être aussi intéressants, mais il n'y a pas de traces. Voilà, c'est d'ailleurs peut-être un problème en ce qui concerne l'histoire de la traite transatlantique, c'est que pour avoir des sources un peu précises, il faut regarder ça du côté de ceux qui l'ont organisé et pas de ceux qui en ont souffert. Et d'ailleurs même dans la terminologie, on emploie encore la terminologie des bourreaux en parlant de noirs, de bateaux négriers. Les gens qui montaient sur les bateaux ne se voyaient pas comme noirs, ils se voyaient comme mandingues, pacomo et ainsi de suite. Voilà, donc c'était pratique. Alors ensuite il y a quand même le fait que c'est un homme dont on dit que quand il arrive à Rome, le pape est très impressionné par la profondeur de sa foi. Ce qui veut dire que sa foi a résisté à toutes ces épreuves-là et s'en fait un personnage très très intéressant, comme le disait Véronique, cette humanité qui résiste à tout, tant elle est forte, presque comment dire, invulnérable. Oui, alors cette irréductibilité de l'être humain, mais ce qui m'a, sans vouloir être absolument comparatiste, mais il y a une donnée essentielle, c'est la lucidité du personnage principal, y compris dans l'archipel des Solovski. Vous disiez, Véronique Olmy, Bakita se rend compte qu'elle est utilisée par le Duce, par l'idéologie fasciste de l'Italie de ces années 20-30, comme le prêtre sur le bateau négrier va se rendre compte qu'il est une valeur marchande encore plus importante en termes de valeur financière que les esclaves qui naviguent à fond de cale. Il y a, comme dans l'archipel des Solovski, on se rend compte de cette lucidité des personnages qui traversent l'archipel. Zakhar Prilepine. Sur la lucidité des personnages, est-ce que c'est une volonté chez vous de les rendre plus lucides? Est-ce que d'abord, d'après vous, est-ce qu'ils sont lucides de leurs conditions quand ils sont dans ce camp? Ну, человек вообще удивительно приспособляемое существо к любым обстоятельствам. L'homme est un être très adaptatif, il peut s'adapter à n'importe quelle situation. И вот мы в мирное время, в мирной жизни даже не понимаем о колоссальных возможностях человека, насколько может развита быть его физическая и умственная деятельность. Et tant que nous menons une vie en paix, nous ne rendons même pas compte de ce que peut faire un être humain, de quoi il est capable physiquement et mentalement.
ну, вот, очень хотелось бы, чтобы люди могли эти свои ресурсы использовать вне лагерей и вне войны. Et on voudrait que les gens puissent utiliser ces ressources en dehors des camps et en dehors de la guerre. И, безусловно, ну, как это ни парадоксально, даже не цинично звучит, конечно же, эти люди никогда бы не встретились в гражданской, в обычной, в мирной жизни. Священники, бандиты, чекисты, администрация. То есть это очень разные, парадоксально разные люди, которые никогда не соприкасались, здесь соприкоснулись. И это очень серьезное обогащение в этом смысле. Et sans doute, ça peut paraître cynique, mais effectivement, ces gens-là ne se seraient jamais croisés dans la vie normale. C'est-à-dire les prêtres n'auraient pas côtoyé les bandits n'auraient pas côtoyé l'administration des camps s'ils s'étaient retrouvés dans la vie normale. Et c'est là, dans le camp, qu'ils finissent par se côtoyer. Такой чудовищный Ноев ковчег. C'est une sorte de l'arche de Noé horrible. Véronique, lui, votre personnage était déjà connu en Italie, puisqu'il y a eu des feuilletons qui ont été publiés, il y a eu un livre, et même quand on lit votre roman, il y a un passage où on dit, oui, c'est un des personnages qui dit, souhaitons que le livre italien soit déjà diffusé dans les lycées et soit connu. C'est donc un personnage qui... Comment vous l'avez découvert vous-même, ce personnage, Paquita? Effectivement, elle est très connue en Italie, elle est très connue en Chine, au Canada, en Amérique du Sud, à Hong Kong, en Afrique évidemment. Elle n'est pas tellement connue en France et moi je l'ai rencontrée, si je puis dire, parce qu'il y avait son portrait dans une petite église en Touraine, à Langeais, et qu'elle est la patronne de la paroisse. Donc moi je visitais ce lieu l'été, et en fait ce qui m'a donné envie de partir à sa rencontre, mais immédiatement, c'est que Paquita n'est pas son prénom. Et je ne comprenais pas comment cette femme avait pu traverser tout ce qu'elle a traversé. Elle est morte à 78 ans et ne pas connaître son prénom. Il me semblait que ce n'était pas possible d'être une personne forte, constituée, consciente, si on ne savait pas comment on s'appelait. Alors, d'ailleurs, pardon de vous interrompre, Véronique, mais c'est ce qui domine vraiment, puisque vous commencez votre roman par elle ne sait pas comment elle s'appelle, elle ne sait pas en quelle langue sont ses rêves, elle se souvient de mots en arabe, en turc, en italien, et elle parle quelques dialectes. Alors effectivement, il y a la question du nom, puis il y a la question des langues qui vous fascinent en même temps. Parce que moi je me suis demandé comment on grandit quand on a perdu sa langue maternelle, son prénom et tout ce qui pouvait nous relier à l'enfance. On sait très bien que nous, nos souvenirs sont faits de ce qu'on nous a raconté. On nous raconte notre enfance et donc on se souvient de notre enfance. Ça peut être un lieu, ça peut être une musique, un objet, des récits, des photos, des dessins. Elle n'a rien. Elle n'a rien, elle ne sait même plus où c'est. Et donc il y a comme ça c'est quelque chose qui est un peu comme sur de la vase. Et puis c'est vrai, je me suis demandé, parce qu'elle doit apprendre tellement de langues, tellement de dialectes, ensuite l'arabe, ensuite le turc, ensuite l'italien, ensuite le vénitien, ensuite le latin, sans la mémoire de l'écrit. Elle ne voit pas les mots écrits, parce qu'à chaque fois il faut obéir à la langue qui donne les ordres. Et donc il faut très vite comprendre. Et cette petite fille, puis cette adolescente et cette femme va avoir une adaptabilité qui est incroyable. Et en même temps, ça va être quelqu'un de très complexé, parce que justement, sa parole est faite des tas de mélanges. Et je me suis demandé effectivement, mais alors dans ces cas-là, quand le langage solide nous manque pour exprimer, comment on pense? Est-ce que la pensée est entravée? Est-ce que le rêve est entravé? Comment? Parce que dans ses liens avec les autres, quand elle est en Italie, c'était un peu complexe au début, surtout qu'il y avait un fort, au-delà du racisme, il y avait une forte presque répulsion vis-à-vis d'elle, une méfiance parce qu'elle était noire et que pas tant à Venise qu'ensuite quand elle est au cœur de la Vénétie, dans des lieux reculés, je crois que les paysans ne savaient même pas que ça existait, une personne qui avait une autre couleur de peau que la leur. Oui,
d'ailleurs elle-même, elle est effrayée quand on va lui confier cette mission d'être la concierge, enfin celle qui va accueillir à l'entrée de l'institution religieuse. Elle dit mais c'est pas possible puisque de toute façon on aura un mouvement de recul quand on va... Il y a un mouvement de recul. Il y a un mouvement de recul, pas seulement quand elle est portinaya, ce qui est très important puisqu'elle fait partie d'un ordre qui n'est pas contemplatif, un ordre où aujourd'hui encore on accueille les plus démunis, les enfants, les orphelines, on apprend à lire, à écrire, à les notions d'hygiène, on apprend un métier, enfin c'est quelque chose, les Canossiennes, qui peut s'apparenter en France aux petites sœurs de Saint-Vincent de Paul par exemple. Et elle fait peur non seulement aux gens qui viennent à l'institut, aux élèves, aux parents, mais elle fait peur aux sœurs. Ça commence là, dans le couvent, où on refuse de changer ses draps parce qu'on pense qu'elle déteint, on refuse de toucher une poignée de porte avec elle parce qu'on pense qu'elle est sainte. Enfin bon, on a du mal aujourd'hui à imaginer que c'est au-delà du racisme. Après, elle va être victime de racisme, mais là, c'est une ignorance qui provoque une terreur. Wilfried Nsonde, votre héros, ce prêtre, lui aussi est un révélateur quand il est dans ce bateau négrier. Alors, disons que l'équipage est un peu fasciné, mais certains lui parlent mal, mais on sent bien qu'il a un statut très particulier. Et en même temps, c'est un lettré, contrairement à Paquita, qui est analphabète. Lui, c'est un lettré. Ça va l'aider? Alors, le fait qu'il soit lettré ne l'aide pas forcément sur le bateau et ensuite, mais ça lui a permis de se forger ce qu'on appellerait une culture et déjà une manière d'appréhender le monde peut-être un peu moins immédiate, je ne sais pas. Je voulais revenir sur la question que vous avez posée à Véronique sur le fait que Paquita est connu. Sacco Negrunda n'est pas connu, ni en Italie, ni en France, nulle part, même pas en Afrique. Et je suis content, lundi je pars pour Luanda, parce qu'il y a une centaine d'étudiants et d'élèves qui travaillent sur le livre depuis janvier, et je suis très fier en fait de le ramener chez lui. Voilà, c'est la première fois depuis 410 ans qu'on va reparler de lui à Luanda, qui est sa ville de départ. Ça, c'est passionnant, ça. Oui, et c'est très émouvant. Voilà, et je trouve que c'est un privilège. Hein. C'est là où la littérature prend des dimensions que je ne soupçonnais même pas. Voilà, de ramener le nom, l'épopée d'une personne 400 ans après sa mort. Oui, c'est touchant, très très. Je crois qu'on va vous accompagner, au moins par la pensée, mais peut-être autrement, je ne sais pas, j'espère. Zakhar Prilepine, quelle est la mémoire de l'archipel des Solovki en Russie aujourd'hui? На Соловках музей, Il y a un musée aux Solovki. действующий монастырь. Il y a un monastère qui est ouvert, enfin qui est toujours en action. Сейчас создается огромное многотомное собрание всех мемуаров тех людей, которые были на Соловках. Et on réunit aujourd'hui en plusieurs volumes les mémoires de tous ceux qui ont vécu les Solovki. Там сидел великий философ Флоренский на Соловках, и издаются его письма из Соловков к жене. On publie les lettres du grand prêtre Florensky qui avait fait donc aussi les Solovki. On publie aujourd'hui ces lettres destinées à sa femme. Я хотел немножко сказать еще чуть про другое. Вот меня сейчас навеяло вот эти рассуждения моих коллег. Je voulais aussi parler d'autres choses qui m'ont inspiré ce qu'ont dit mes collègues tout à l'heure. Я вдруг сейчас понял, что образованный читающий человек, который читает книги, у него больше возможностей выжить в страшной ситуации, чем у человека необразованного. Je viens de comprendre que quelqu'un de lettré, quelqu'un qui peut lire les livres, il a plus de la possibilité de survivre dans une situation d'horreur que la personne illettrée. То есть знание сотен ситуаций, которые происходят с людьми в кризисные моменты, оно позволяет человеку выбирать себе модель поведения. C'est-à-dire que la connaissance d'une centaine de situations où le héros, le personnage se retrouvait dans une situation de crise permet à l'homme, à la personne de choisir son modèle de comportement.
Поэтому я всем рекомендую читать книги, в тюрьме вам будет гораздо проще. Et c'est pour ça que je recommande à tout le monde de lire les livres, ça simplifiera votre vie en prison. Wilfried, une réaction? Merci, mais j'ai pas trop l'intention d'y aller en prison, non. Véronique Olmy. C'est vrai que ça fait penser à Georges Semprin, l'écriture ou la vie, ça fait penser à plus près de, aussi près de nous un peu plus, c'est Jean-Paul Kaufmann quand il est otage au Liban et qu'il a le second tome de Guerre et Paix et qu'il le lit et qu'il le relit. Et c'est vrai que je pense que en fait, la littérature, c'est aujourd'hui, les gens sont beaucoup en lien avec les héros des séries. On en parle, on s'en donne des nouvelles, on dit non, ne me dis pas ce qui va se passer. Ils font partie du quotidien commun, de la mythologie commune. Et moi, quand j'étais jeune, c'était les héros de la littérature. La première fois que je suis allée en Russie, à Saint-Pétersbourg, j'habitais chez des amis et on parlait des mêmes personnes. Et on se voyait pour la première fois, mais on parlait des héros de Dostoïevski, de Tolstoï, de Tchekhov, de Pouchkine, et eux, ils parlaient des héros de Victor Hugo. Et donc on avait comme ça cette mythologie commune, et alors qu'on se découvrait, on pourrait dire, une autre façon de vivre, une autre culture, mais il y avait ce socle. Et ça, c'était merveilleux. Oui, je voulais juste te dire, alors, Zakhar a raison et je partage ça parce que je pense que ce qui est important dans les situations de détresse et même dans les situations qui ne sont pas de détresse, c'est de donner du sens à son existence. Et la littérature, quand elle est bonne, enfin quand elle m'intéresse en tout cas, produit du sens. Et pour résister, le sens, quelque chose de l'ordre de la métaphysique est très important. C'est pour ça aussi qu'un prêtre qui est en accord avec ses convictions a des chances de rester intègre et debout comme mon personnage jusqu'au bout. Oui, disons que la littérature, c'est la réalité augmentée, plus que les séries peut-être. On a plus de liens en lisant beaucoup de livres et d'être grand lecteur et trouver toute une... Non, Véronique? C'est pas forcément une critique contre les séries. C'est juste, moi, je préfère lire. Mais c'est pas parce que moi, je préfère lire que c'est mieux. Je pense que vous ne conseillez pas de lire? Pardon? Vous conseillez de lire ou de ne pas lire? Oui, non, mais je conseille de lire. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis en train de parler de la nécessité d'une mythologie commune. De la nécessité du lien qui fait que les histoires nous racontent. Les histoires sont... depuis toujours, qu'on dessine sur la paroi de la grotte, qu'on raconte chaque soir une histoire à son enfant, on a ce besoin de retranscrire le monde et de le partager par le récit. Alors ça peut être, moi je trouve que c'est mieux par la littérature, mais je pense que ça nous fait moins de lecteurs parce que c'est chronophage. Mais les séries font aussi ce lien-là. Ну, сериалы и вообще кинематограф — это внешняя жизнь человека, а литература — это внутренняя жизнь человека, и это несравнимые вообще вещи. Les séries et le cinéma en tout, c'est la vie extérieure, tandis que la littérature, ça fait partie de la vie intérieure de la personne. Donc, à mon avis, ces deux sphères ne sont pas comparables. Потом, общаясь с писателем, ты общаешься непосредственно с... Это машина времени, ты общаешься с человеком, который это написал на своем языке в свое время. Et puis en lisant les livres d'un écrivain, tu es dans une machine à remonter le temps parce qu'en fait tu communiques avec l'écrivain au moment où il avait écrit ce livre. Вот, допустим, роман Анны Карениной, Льва Толстого экранизируют каждые 10 лет. Французы, итальянцы, американцы, все. Par exemple, le roman de Tolstoï, Anna Karénine, est porté sur les écrans tous les 10 ans par les Américains, par les Français, par les Anglais, etc. Софи Марсо играла Анну Каренину. Sophie Marceau a même interprété Anna Karénine. Кира Найтли играла Анну Каренину. Ou Keira Knightley.
Но каждая экранизация, они прекрасны, но это всего 10-15% смыслов, которые вложил туда Толстой. Et tous les films sont merveilleux, mais ils ne rendent que 10 ou 15% de sens que Tolstoï avait mis dans Anna Karenine. Это, ну, в конечном итоге это имитация, а литература это суть и соль. À la fin, ce n'est qu'une imitation, tandis que la littérature, c'est l'essence. Wilfried Nsondé, vous nous avez parlé de votre voyage à Luanda, c'est ça? Oui, Luanda. En Angola, Oui. prochainement. Vous en attendez beaucoup? Ben, je sais pas bien ce qui va se passer, mais je crois que ça va être très émouvant, très riche. Je sais pas, je suis très heureux de faire ce voyage-là, d'échanger. Je ne sais pas comment ce personnage va être reçu par les Angolais, par les Bakongos qui sont sur place. Voilà, parce que si dans ce livre je fais la genèse, je vais à rebours dans l'histoire des Bakongos. J'écris noir sur blanc que les Bakongos étaient esclavagistes bien avant que les Portugais arrivent. Donc il y a aussi des aspects qui vont être l'objet de discussions peut-être difficiles, mais en tout cas, j'y vais avec l'assurance que ça va être très intense. Et au final, on n'écrit pas de la littérature pour produire du consensus, mais pour poser des questions et susciter l'échange. Pour ce qui est de l'avenir, Véronique Olmy, Bakita va avoir pour première traduction l'italien, et c'est à la fin du mois d'avril, je crois. Oui. Vous attendez quelque chose de cette traduction? Moi, je suis déjà allée parler de Bakita à la Villa Médicis à Rome en janvier. Et c'est déjà assez relayé. Et la traduction, oui, ça sort le mois prochain, donc je vais aller pas mal. Mais c'était déjà assez émouvant d'aller à Rome, et parce qu'elle y a été, notamment quand elle a dû rencontrer Mussolini et le pape, et de marcher sur ses traces. Et puis elle fait là-bas l'objet d'une grande ferveur. Et voilà, donc moi j'y étais allée la première fois pour rencontrer les sœurs canossiennes, aller là où les différents endroits où elle avait vécu, et la revenir avec le livre, c'est comme boucler un peu la boucle, et c'est revenir avec elle aussi d'une certaine façon. Zakhar Prilepine, quelle a été la réception de l'archipel des œuvres en Russie? Это 2 года, это была самая продаваемая книга в России. Pendant 2 ans, c'était le livre le plus vendu en Russie. И она обыграла все иронические детективы и приключения разнообразные. Qui a devancé tous les polars, tous les romans d'aventure. Это я уважаю российского читателя и вижу, что людям очень важно знать, помнить про страшные вещи. Et je respecte beaucoup le lecteur russe, et je vois que pour lui c'est très important de savoir et de se rappeler ces choses-là. Ее перевели на 15 языков, и вот когда мы сейчас разговариваем, я вдруг понимаю, что мы все пишем так или иначе об одном и том же, хотя мы из разных стран. Ce livre a été traduit en 15 langues, et là, pendant notre entretien, je viens de me rendre compte qu'on écrit tous à peu près la même chose, même si on vient de pays différents. Здесь нет никакой национальной специфики, есть человек и его боль, и преодоление этой боли. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune spécificité nationale, mais il y a l'être humain, sa douleur et ses façons de surmonter cette douleur. Très bien. S'il n'y a rien d'autre à ajouter, on va s'arrêter là. Est-ce qu'on vous retrouve sur vos stands respectifs pour des signatures ou pas? Véronique Olmy. Moi, j'ai déjà signé sur mon stand, donc je vais là sur le stand des éditions de l'Observatoire, en fait. Qui est? Je sais pas où. Bon, le stand des éditions de l'Observatoire pour Véronique Olmy. Wilfried Nsondé, où est-ce qu'on vous retrouve si on souhaite vous rencontrer? Je suis sur le stand d'Actes Sud, je le vois là, il est juste là-bas. Très bien. Et Zakhar Prilepine, si les lecteurs français souhaitent vous rencontrer? Aujourd'hui et demain, tout le temps sur le stand russe, là-bas. Merci beaucoup à tous les trois, et merci à vous, madame, pour la traduction.